C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser l'inaction? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un bi-raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'allié? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Donc bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour le futur. Donc c'est le premier épisode de la saison 2. Aujourd'hui on reçoit Nous tous 31. Et est-ce que je peux essayer de déjà vous présenter toutes les deux? Je vais commencer. Moi je suis Lola, mon pronom c'est elle. Ça fait 2 ans que je suis dans le collectif. Et moi c'est Anna, mon pronom c'est elle, et je suis dans le collectif depuis le mois de mars, mais dans les assos féministes depuis plusieurs années. Et du coup vous êtes toutes les deux à Nous tous 31, est-ce que vous pouvez présenter l'asso? C'est une association déjà ou pas? Non, c'est un collectif, Okay. Donc en fait on n'a pas d'instance juridique, on n'est pas déclaré juridiquement. Du coup on n'a même pas de bureau, on n'a pas de local, on n'a rien. Et du coup on marche, en fait on a un collectif informel, horizontal, donc tous les membres sont au même niveau, il n'y a pas de président, présidente ou autre. Du coup notre collectif il lutte contre les violences de genre à travers des actions de rue par exemple, les manifestations, le die-in, tout rassemblement qu'on peut faire selon l'actualité. Mais on lutte aussi à travers les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation. Et on tient souvent des stands d'information lors de divers événements. Donc le but à chaque fois à travers ces actions, c'est d'interpeller le gouvernement et de sensibiliser l'ensemble de la société pour qu'à force les chiffres en fait sur les VSS, les gens prennent conscience pour que ces chiffres diminuent. Et du coup c'est un collectif national, c'est ça de base? Et... Donc de base il y a le collectif national Nous toutes. Du coup c'est plus tout ce qui est parti en ligne, le site internet. Le décompte des féminicides, même si c'est fait avec une interorga féminicide, donc il n'y a pas que nous toutes, c'est avec d'autres organisations. Les formations qui sont en ligne, qui sont gratuites, qu'il faut faire, où il y a des replays aussi. Et donc voilà, donc il y a le national, et en fait après chaque ville qui a envie crée son propre... n'importe qui peut créer un comité local. Et oui, ça a été créé, donc de base, Nous toutes, national, ça a été créé en 2018. Suite au mouvement MeToo et Balance ton porc. Et à Toulouse, ça a été créé en 2020 pour la marche à l'occasion du 25 novembre, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc le national, c'est Nous toutes, mais vous, c'est Nous tous 31. Pourquoi vous, c'est précisément ça? On a changé pour le 8 mars 2023. On a décidé de se renommer Nous tous 31 pour être plus inclusif, en fait, pour juste intégrer encore plus les personnes non-binaires, toutes les personnes queer. Du coup, c'était pour ça. Ok, trop bien. Donc on va peut-être parler de choses un peu violentes ou difficiles à entendre tout au long du podcast. Et juste avant, on peut vous donner quelques ressources si vous êtes concerné et que c'est assez compliqué d'entendre ça, donc il y a des solutions et donc vous avez des numéros d'urgence, des ressources, Oui, du coup vous pouvez appeler le 3919 qui est le numéro national pour les violences faites aux femmes qui fonctionne maintenant 7 jours sur 7, c'est des appels qui sont anonymes et gratuits et qui n'apparaîtront pas sur votre facture téléphonique. Vous pouvez aussi appeler le collectif féministe contre le viol. C'est le 0800 05 95 95. Et vous pouvez aussi retrouver beaucoup d'informations sur leur site internet. Elles ont depuis quelques années maintenant une ligne dédiée pour les violences sexuelles faites aux mineurs. Donc justement ça concerne aussi les gens qui sont aujourd'hui adultes. Si vous avez vécu des violences sexuelles lorsque vous étiez mineur, vous pouvez appeler ce numéro pour en parler. Vous pouvez aussi aller sur le chat de En Avant Toutes. C'est le chat commentonsaime.fr, notamment pour les personnes, les jeunes, les personnes LGBTQIA+, les personnes qui se posent des questions sur leurs relations, sur des choses que vous avez pu vivre. N'hésitez pas à aller sur le chat aussi. Et de manière générale, n'hésitez pas à en parler, de ne pas rester seul. Et si vous avez besoin, c'est d'en parler à votre médecin traitant, qui pourra vous orienter sur ces sujets. Et donc par rapport à tous ces numéros d'urgence et d'accompagnement, nous on a un fichier qui recense les numéros d'urgence, mais aussi toutes les associations qui accompagnent et qui aident les victimes. Il est disponible dans notre Linktree sur notre bio Instagram. De Nous tous 31. De Nous tous 31, en fait il faut aller dans les liens.
ça met rejoindre nous toutes, il faut cliquer. En fait, ça va sur le Linktree et après, il y a la contact aide. Mais au pire, envoyez-nous un message sur Instagram, on vous aidera. Et en fait, il existe énormément d'associations, sur Toulouse et partout après en France, qui aident les personnes victimes. Du coup, voilà, faut pas hésiter. Donc du coup, on va peut-être commencer par, comme on va parler de féminisme, définir certains termes, essayer de comprendre le féminisme dans sa globalité. On va essayer de faire ça de manière assez courte, même s'il y a beaucoup de choses à définir, en espérant que les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient hommes cis ou autres, qui ont envie de se renseigner, essaient de comprendre exactement le mouvement. Et du coup, est-ce que déjà, pour essayer de comprendre le problème, vous pourriez nous donner des exemples d'inégalités entre les hommes et les femmes actuellement? Alors oui, petite parenthèse, pour l'instant je parle des hommes et des femmes, mais c'est très restreint, donc on peut commencer par ça, mais c'est vrai qu'au terme du podcast, ce serait bien de se dédouaner de la notion de genre, mais on va voir ça petit à petit. Donc des exemples d'inégalités entre les hommes et les femmes et les minorités de genre du coup. Effectivement, de toute façon, on va parler de genre au fur et à mesure aussi, parce qu'on va voir que les inégalités, elles concernent du coup les femmes cis, les femmes trans, les mecs trans, les personnes non binaires. Donc en fait, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres, c'est-à-dire des hommes qui se cisgenrent, c'est-à-dire qu'on est en accord avec le sexe qu'on nous a assigné à la naissance. Très concrètement, le bébé sort, le bébé naît, le médecin en général, ou la personne en tout cas qui prend le bébé, va lever les jambes, va voir un organe sexuel et il va dire si c'est un pénis, si c'est un garçon, si c'est une vulve, c'est une fille. Donc de manière extrêmement normative. Et après, les personnes qui, au long de leur vie, se sentent en cohérence avec ce premier genre assigné au moment de leur naissance, on considère que c'est des personnes cisgenres, contrairement aux personnes trans, du coup. Et non-binaires, du coup? Et non-binaires, ça va être des personnes trans. Trans, c'est vraiment, il faut le voir comme un terme parapluie, donc c'est toutes ces personnes-là qui ne sont pas en cohérence avec ce que le médecin ou la médecin ou n'importe quelle personne a dit au moment de la naissance, mais qui ne se reconnaissent pas ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Une femme trans, c'est une femme. Un homme trans, c'est un homme. Trans étant juste là par rapport au genre assigné à la naissance. Mais les personnes non-binaires ne se reconnaissent ni dans la catégorie homme, ni dans la catégorie femme. Et du coup, viennent encore plus questionner cette binarité. Les personnes non-binaires vont être aussi dans cette remise en question de pourquoi on a divisé le genre en deux. Ce qui, même si on va, et c'est un débat long et je ne vais pas rentrer trop dedans, mais d'un point de vue de la biologie, parce que c'est souvent ça l'argument, c'est faux. Il y a un texte d'une biologiste états-unienne qui est assez ancien, vraiment, qui a au moins 40 ans, je pense, de mémoire, Anne Foster-Sterling, qui dit les 5 sexes, et elle a pris 5 vraiment un peu, aussi en provocation pour démontrer son exemple, mais on voit qu'on pourrait dire les 46 sexes, et ça marcherait aussi. Parce qu'effectivement, il y a la question des chromosomes, il y a la question des organes sexuels reproductifs, il y a la question des gonades, donc les ovules ou les testicules, il y a la question de ce qu'on appelle, si on se rappelle de nos cours de SVT, les caractéristiques sexuelles secondaires, donc la barbe, la poitrine, etc. Donc on voit déjà que en fait, tout ça, c'est pas forcément tout aligné comme l'aimerait bien la conception traditionnelle, on va dire. On a tel et tel chromosome, ça veut dire qu'on a une vulve, ça veut dire qu'on a les ovules, ça veut dire qu'on a nanana. Et il y a plein de personnes qui ne correspondent pas déjà à ça, donc on voit qu'on pourrait déjà choisir sur ce point de vue biologique de faire plus de catégories et de se dire bon, il y a 4 sexes maintenant et c'est comme ça. Ça serait tout aussi normatif et arbitraire d'une certaine manière, mais du coup ça montre bien que déjà cette théorie elle est fausse. Et il y a aussi des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes justement où on va avoir on va pas avoir une cohérence selon cette logique-là, dans les organes sexuels. Donc ça peut être aussi d'avoir des testicules mais un grand clitoris, mais pas de pénis. Donc voilà, ça correspond, je sais plus combien de pourcents exactement des naissances. Mais c'est pas si peu, en fait. C'est pas si peu du tout. Il y a un collectif pour et par les personnes intersexes qui fait un énorme travail là-dessus aussi. Et justement, c'est des personnes qui sont mutilées. Je me suis vraiment éloignée du sujet de l'inégalité, mais j'arrive. Qui sont mutilés à la naissance. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet. C'est des mutilations sur des nouveau-nés pour rentrer dans cette catégorie-là. Donc ça montre bien aussi à quel point les personnes qui vont défendre la conception traditionnelle du genre, c'est-à-dire il y a des hommes, il y a des femmes, il y a personne au milieu,
s'appuient déjà sur des fondements biologiques, mais qu'on voit qu'ils sont arbitraires, donc c'est complètement à remettre en question, et en plus vont jusqu'à exercer des mutilations, ce qui est quand même hyper grave en 2024 en France, et dans tous les pays évidemment, pour vraiment essayer de donner corps à leur théorie, quoi. Et la France, dans l'Union Européenne, c'est une mauvaise élève par rapport au genre? Je sais pas si c'est vraiment... Alors, je sais pas si c'est vraiment une mauvaise élève, parce que clairement, on a des voisins, ils font pas rêver. Enfin, la Hongrie, c'est pas... c'est pas la folie. Enfin, l'Italie... bon, c'est aussi en lien avec la montée de l'extrême droite. Les pays où l'extrême droite monte, clairement, les droits des personnes, donc des personnes queer, des femmes, sont les premiers à être touchés. Et particulièrement par rapport aux personnes trans, on a vu récemment, même si ça pouvait être documenté depuis plusieurs années, que dès qu'on a un regain d'extrême droite, la transphobie, c'est vraiment un de leurs gros sujets. Et on les a vus sur l'anti-avortement depuis des années, on le sait, etc., que ces personnes-là sont contre l'avortement. Mais la transphobie, ça devient vraiment un énorme cheval de bataille de l'extrême droite. Donc en fait, ouais, je sais pas si on est particulièrement mauvais élèves, je pense que dès qu'on a des discours réactionnaires qui peut-être qu'on va l'être de plus en plus avec l'actualité, quoi. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui ne tend pas vers une amélioration des conditions et des droits. Et du coup, les inégalités donc de genre, donc ils vont justement très basiquement créer cette hiérarchie entre les hommes cis et les femmes, les personnes trans, les femmes cis, les femmes trans et les personnes non binaires. On les retrouve tout au long de la vie. Vraiment, je pense que c'est un bon exemple pour en prendre conscience, c'est que ça commence dès l'enfance. Ça a été beaucoup documenté à l'école, par exemple, si on demande des enfants en primaire de dessiner la cour de récréation, on voit que les filles, elles occupent un tout petit bout de la cour de récréation pour jouer avec leurs copines, et que le grand espace au milieu de la cour de récréation, c'est le terrain de foot. Et le terrain de foot, c'est pour les garçons. Donc dès l'enfance, en fait, on n'a pas le même rapport à l'espace, à nos corps, à nos capacités, à ce qu'on va développer. Et faut se dire que ces inégalités-là, elles vont se développer toute sa vie. Le premier chiffre qu'on a en tête, souvent, c'est les inégalités salariales. On est à peu près à 16% d'inégalité de salaire entre femmes et hommes. Il y a un mouvement maintenant depuis quelques années qui dit qu'à partir du mois de novembre, donc chaque année la date change, ça peut être, il y a une date et une heure qui sont annoncées chaque année, les femmes blanches commencent à travailler gratuitement. Donc ça veut dire que si la loi était respectée et qu'on était à une égalité de salaire, on pourrait être en vacances. Voilà. Dès le 5 novembre, on aurait le même salaire annuel qu'un homme. Et pour les femmes racisées, il faut se dire que c'est en août. Wow. Donc là aussi, on va arriver à ces concepts-là, mais de voir que les oppressions, elles s'articulent et elles se renforcent, clairement. Je savais que c'était plutôt, mais alors août, c'est vraiment la moitié de l'année, quoi. C'est énorme. Ouais, non, c'est énorme. Et en plus, 16%, c'est ce qu'on va se dire des fois quand on prend vraiment un truc un peu théorique, même compétences, même poste, etc. Sauf que déjà, on sait que, par exemple, les femmes, elles sont surreprésentées dans les métiers précaires. Et particulièrement les femmes racisées. C'est-à-dire les métiers du ménage, le care, ce qu'on appelle le care, prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, des personnes malades, des personnes dépendantes. Elles vont être plus souvent en temps partiel. Ça peut être du temps partiel subi, parce que quand on fait des ménages de 6h à 8h du matin, puis de 18h à 22h, en général, c'est un temps partiel subi, clairement, qui nous permet pas, en fait, d'accéder à un salaire de temps plein, sur des métiers qui sont en plus généralement au SMIC, donc au salaire minimum, ou des temps partiels choisis, mais là encore, c'est souvent lié à une représentation aussi de la gestion des tâches d'éducation des enfants, et donc on va avoir beaucoup de mères qui vont choisir un temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Donc tout ça, ça s'articule, ça montre qu'on peut arriver jusqu'à 20-22%, voire plus d'écart de salaire, quand on prend en compte en plus le fait que les femmes, elles vont être dans ces métiers précarisés, et très peu accéder aux sphères de pouvoir, et pas dans les mêmes conditions de travail. Les autres inégalités, c'est les tâches domestiques, on le sait, et avec le Covid, ça s'est encore plus accentué, le fait que, encore très largement, quoi qu'on en dise, même si on pense que les nouvelles générations, c'est complètement différent, etc., c'est pas vraiment le cas. C'est les femmes très largement qui vont faire la vaisselle, faire le ménage, et surtout ce concept de charge mentale dont on parle depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en plus de l'activité très concrète, qui est de passer l'aspirateur ou la serpillière par exemple, ou préparer le repas, même quand les hommes s'y mettent, souvent on les entend dire « j'aide », déjà ils ne font pas à part entière, ils aident, donc on voit bien à quel point c'est normal que ce soit s'attache à elle et lui il vient aider. La charge mentale, c'est le bout de notre cerveau en fait, qui est tout le temps pris à se dire «
qu'est-ce qu'on mange demain soir, qu'est-ce qui reste dans le frigo, ah oui dimanche il y a le marché, il faut que j'y aille, oh là là, faut signer les devoirs ou le carnet de liaison pour demain pour l'école, le petit a un anniversaire, est-ce qu'on a acheté le cadeau? Et donc tout ça en plus, que déjà c'est du temps passé, mais en plus c'est du temps de cerveau en moins disponible. C'est-à-dire que s'il y a une femme qui dit à un homme va faire la vaisselle, en fait peut-être même s'il fait la vaisselle, toute la gestion d'y avoir pensé et de lui avoir demandé de le faire et tout, c'est elle qui l'a eu quoi. Qui le porte. Ouais, carrément. Et c'est peut-être elle aussi qui s'est dit tiens, il faudrait faire la vaisselle parce qu'après il va falloir récupérer le plat au gâteau, parce qu'après il va falloir lancer un gâteau parce que demain il y a un goûter d'anniversaire à amener. Donc c'est aussi tout ça qui est derrière le fait la vaisselle quoi. On peut donner des petites recommandations. C'est du coup pour parler de tout ce qui est la charge mentale, le film We Are Coming de Nina Ford, je trouve qu'il en parle trop bien. Voilà. Ok, trop bien. Et celle qui avait pas mal vulgarisé ça, c'est la BDaste Emma. On la retrouve sur l'Insta Emma Clit. Et qui a fait du coup 2 BD, je pense maintenant, sur la charge mentale, un tome 1, un tome 2. Et c'est... Enfin voilà, elle a vraiment eu le chic de le vulgariser, de le rendre vachement plus connu. Et ça a clairement suscité des déchaînements d'hommes cis hétéros qui ne comprennent pas pourquoi on dit ça parce qu'ils ont l'impression d'être hyper égalitaires. Et donc juste pour finir un peu cette idée de toute la vie, c'était aussi de parler des femmes âgées. Et clairement, par exemple, quand on arrive à la retraite, si on reste toujours sur des chiffres, les femmes elles touchent en moyenne 40% de moins de retraite que les hommes. Donc vraiment on voit comment une vie d'inégalité, ça s'est accentué. Pourquoi 40% de moins? Tout ce qu'on a dit, temps partiel, métier précaire, etc. Mais aussi des parcours plus hachés. Le congé maternité, alors dire pourquoi on appelle ça un congé, n'a rien à congé. C'est vrai. Clairement, c'est pas des vacances de donner vie à un enfant, mais bref. Et puis les années potentiellement de rupture, parce que quand les enfants sont petits, qui restent à la maison pour s'en occuper, en général, c'est la mère. Et donc après, c'est souvent aussi, notamment sur nos générations aussi, mais autour de la trentaine, c'est des moments où on va potentiellement avoir une promotion dans sa carrière, passer des échelons. Donc ce moment-là où il y a ce fameux congé maternité, voire 1 an d'arrêt ou voire plus, c'est le moment où les collègues masculins, eux, vont évoluer aussi. Donc atteindre des postes avec plus de responsabilités, donc un salaire plus important. Donc on arrive à cet écart de retraite qui est hyper important et qui crée encore plus une dépendance dans un couple hétéro, entre la femme et son mari, à l'âge, au 3e âge, au moment de la retraite, des femmes qui sont à la retraite, voire qui n'ont pas d'accès à la retraite, qui sont ni en emploi ni en retraite, passé les 50 ans, parce que justement, hyper difficile de trouver un boulot, et en même temps, pas de droit ouvert, parce que pas assez d'années. Et donc, c'est des situations hyper précaires dans lesquelles elles se retrouvent, quoi. Et puis, dernier point des inégalités, c'est pour faire la transition aussi sur la suite, c'est... ça prend forme aussi vraiment dans l'espace public. On en parlait un peu de la cour de récré, mais c'est genre comment on se sent, comment on investit l'espace public. L'espace public, il est encore vu comme un espace masculin, donc pour des mecs cis. Et les femmes, les personnes LGBTQIA+, en général, on développe des techniques pour aller d'un point A à un point B, mais on l'investit pas. Genre les bancs publics, par exemple. Clairement, qui s'assoit sur les bancs, surtout quand il commence à faire nuit. Qui utilise les machines de sport là, je sais plus comment ça s'appelle, les circuits de sport en accès libre. Public, combien de femmes seules font ça? Peu. C'est dommage, ce serait trop chouette, mais clairement tout ça, tout l'espace public, il est quand même, nous on le traverse plus qu'on investit. Et tout ça, c'est aussi parce qu'il y a toute une culture de la peur, notamment des violences qui nous repoussent des espaces, que ce soit de pouvoir, mais aussi public, mais aussi au sein de la famille, on va le voir. Et donc, pour moi, la plus grosse inégalité, c'est celle sur laquelle on lutte, c'est que les femmes et les personnes LGBTQIA+, elles sont surreprésentées lorsqu'on va parler de violences sexistes et sexuelles, quoi. Parce que du coup, c'est ça, c'est nous toutes et nous tous 31, et la lutte contre les violences de genre, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez déjà définir les violences de genre et donner des exemples? Je voulais juste revenir par rapport au terme, parce que du coup, nous toutes aiment bien faire attention aux mots qu'on utilise, et on préfère dire minorisées de genre, les personnes minorisées de genre, plutôt que les personnes, les minorités de genre. Ok. Parce qu'en fait, la forme passive, ça montre que c'est à cause de quelque chose. Ok. Parce que les minorités de genre, c'est comme si c'était, il y a des minorités... Enfin, en fait, non. C'est une forme subie, entre guillemets, par le patriarcat. Enfin,
C'est comme quand on dit racisé, c'est C'est des comme personnes qui ont les été personnes racisées parce que mis voilà, ok. c'est ça. Donc on préfère utiliser la forme passive. Ok. Donc, voilà. Après si on dit minorité, c'est pas. Non, mais pas vaut mieux évident, mais voilà. évoluer dans les termes. Et du coup, donc, ouais, les violences de genre, donc nous, on aime bien partir de la base de ce qu'a défini en fait Nous Toutes. Donc, le Nous Toutes a sorti un livre en novembre 2023 qui s'appelle De la colère à la lutte. Et en fait, dedans, ils expliquent pourquoi en fait maintenant on utilise violence de genre et plus forcément violence sexiste et sexuelle. Donc, je propose de lire le petit extrait. Donc, c'est vraiment mot pour mot extrait du livre. Donc le terme de violence de genre englobe toutes les violences de nature physique, sexuelle, psychologique, administrative, économique et gynécologique exercées contre les femmes, les personnes LGBTQIA+, et les enfants en raison de leur genre. Donc chez nous toutes, nous préférons désormais recourir à ce terme plutôt qu'à celui de violence sexiste et sexuelle, car il nous paraît important d'insister sur le fait que ces violences prennent racine dans des rapports de domination basés sur le genre, et afin d'avoir un terme plus large permettant d'inclure les rapports de domination qui viennent se croiser avec le sexisme. Donc voilà, en gros, c'est vraiment le spectre de toutes les violences que vivent les femmes, les personnes queer et les enfants, qui sont dues à des violences systémiques masculines dues au patriarcat, on parlera après. Et les violences de genre, c'est un continuum de la sphère privée à l'espace public, du sexisme ordinaire aux violences sexuelles. Donc maintenant on dit plus. Donc le terme c'était VSS, violence sexiste et sexuelle. Donc maintenant c'est plus ce terme-là qu'il faut mieux employer. En fait, ça englobe plus et ça montre aussi le fait que ça soit quelque chose de systémique par une domination masculine. Et que c'est vraiment sur les rapports de genre. Mais dans les violences de genre, il y a les violences sexuelles. Par exemple, les violences sexuelles, ça reste une catégorie. Oui, c'est ça, c'est toutes les catégories que tu as citées. Les violences verbales, physiques, etc. Comme les violences sexistes, qu'on va aussi retrouver même dans le cadre légal, de se dire, voilà, l'outrage sexiste, par exemple, donc tout ce qui va être insulter ou dénigrer une personne en raison, alors dans la loi ça va être de son sexe, ça reste, les violences de genre, ça englobe tout ça en se disant, ça t'arrive, c'est pas vraiment la formulation, ces violences, elles sont lieu en raison du genre de la personne. Ok. C'est un peu ça. Et du coup, on va attaquer une partie qui va être complexe, mais nécessaire. C'est que, en fait, toute cette domination, elle est systémique. Donc, on va essayer de définir tout ça ensemble. Et donc, elle est due au patriarcat. Et on va essayer de définir le patriarcat, mot qu'on utilise souvent, mais qu'on a rarement défini. On va essayer de poser une définition assez claire dessus. Ok, micro challenge. Le patriarcat, il faut le penser comme un système d'oppression. Vraiment comme une oppression. Maintenant, souvent, dans nos luttes, on lutte contre les oppressions. Le patriarcat, c'en est une. C'est cette oppression sociale, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, mais ça repose sur une vision binaire du genre, ce qu'on appelait tout à l'heure un peu la vision traditionnaliste, qui donc crée ces deux catégories, les hommes, les femmes, et surtout crée une hiérarchie au détriment des femmes, clairement. Et donc on va voir que le patriarcat, donc c'est vraiment un système de société où il va avoir des attributs dits masculins, alors qui changent selon les sociétés et selon le temps, ce qui montre bien que ça sert toujours des intérêts de pouvoir, qu'il n'y a aucun fondement soi-disant naturel dedans. Et tout ce qui va être attribué au masculin à un instant T dans un endroit donné, ça va être valorisé, contrairement à ce qui va être attribué au féminin, associé au féminin, qui va être dévalorisé. Il faut se dire aussi que, et de manière générale quand on parle des luttes sociales et justement des oppressions, ça fonctionne main dans la main avec d'autres oppressions. Par exemple, le patriarcat, ça va main dans la main avec l'homophobie. Pourquoi ? Parce que typiquement, un homme qui va pas être assez masculin, on va avoir un soupçon d'homosexualité. Et quand je dis soupçon d'homosexualité, c'est vraiment une perspective homophobe, c'est-à-dire que ça va faire de lui un homme moins, en tout cas moins homme, et qui va tendre vers le féminin. Et le féminin est dévalorisé. Donc on voit vraiment comment ça s'imbrique ce côté-là, de se dire il y a une hiérarchie. Et en plus ça fonctionne derrière, là le genre retrouve la question de l'orientation sexuelle, et donc les deux se nourrissent. T'es pas un vrai mec, et en plus, ou égal plutôt, t'es homosexuel, t'es gay. Et donc, moins en hiérarchie, et donc, t'es doublement dévalorisé, et tu vas venir te rapprocher de cette catégorie dévalorisée, là, qui sont les femmes, le féminin, entre guillemets.
Et donc il y a vraiment, ça marche ensemble, mais ça marche aussi avec le racisme, le capitalisme, le validisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde la société dans laquelle on vit, qui est une société patriarcale, qui est tout en haut de l'échelle ? C'est l'homme riche, cisgenre, valide, c'est-à-dire qui n'a pas atteint un handicap, bourgeois riche, on l'a dit, et blanc, hétéro. Et donc on voit vraiment comment toutes ces oppressions-là, elles sont liées ensemble parce que le vainqueur c'est le même. Et du coup après il y a différentes effectivement catégories de personnes qui vont être opprimées, les oppressions vont pouvoir s'accumuler, on va y revenir, mais en tout cas tout fonctionne ensemble. On va pas se débarrasser du patriarcat si on se débarrasse pas du capitalisme, si on se débarrasse pas du racisme aussi, parce que toutes ces violences-là elles se nourrissent. Ouais, c'est la même façon, ça c'est une domination d'un groupe sur un autre. Exactement. Et le groupe dominant est le même. C'est toujours le même. Et c'est ça le patriarcat. D'où le nom, enfin des fois on parle souvent d'homme cis blanc. Ouais. D'ailleurs on pourrait rajouter si souvent Ouais, c'est carrément. homme cis blanc, et c'est parce que c'est la partie dominante de la population, quoi. C'est ceux qui ont tous les Qui ont privilèges, tous les quoi. privilèges, exactement. Et oui, comme on va parler de cis-hétéropatriarcat, pour en mettre le côté cisgenre, hétérosexuel et patriarcal, de patriarcat capitalisme, comment on dit ? Il n'y a pas un mot Ouais, Patriarcapitalisme. Ouais. Ah ouais. Capitalisme patriarcal, c'est mieux. Il y a des fusions comme ça, justement, pour montrer l'articulation. Et le patriarcat, ça fonctionne pourquoi ? C'est pas non plus une entité comme ça qui plane au-dessus de nous, un peu comme un ordre divin. C'est qu'au final, tous et toutes, on joue un peu le jeu. Alors, c'est pas du tout une accusation individuelle que je fais, hein, mais c'est plus dans cette idée que le patriarcat fonctionne parce qu'il y a un nombre d'agents du patriarcat très important, et on va le voir après quand on commence à lutter contre, c'est pas toujours facile, qui perpétuent des violences qui vont être des violences symboliques jusqu'à des violences, comme on va le voir, sexuelles, des violences de genre, verbales, physiques, etc. Pour continuer à bien établir cette répartition, enfin cette hiérarchie surtout. Ça, c'est que en fait, les hommes cis blancs, ils ont pas créé le patriarcat, ils sont pas en train d'essayer dans leur tête de mettre les femmes en dessous, mais en ne se battant pas contre les préjugés qu'ils ont eu dès la naissance, ils maintiennent le système en fait. C'est plus ça qu'on leur reproche, c'est pas eux qui l'ont créé et qui sont à la naissance du problème, mais si... Mais comme ils ont les privilèges, en fait, ils veulent continuer à avoir ces privilèges, et donc ils vont répéter des billets sexistes, racistes, validistes, etc. pour garder... Sans se questionner, quoi. Voilà, sans se questionner. Et en fait, du coup, ça alimente le patriarcat, et du coup, ça s'arrête jamais, quoi. Donc finalement, ils font partie du problème, même s'ils n'ont pas créé le partie système. Du problème quoi. s'ils n'arrivent pas à reconnaître leur privilège. Et encore plus, en fait, moi je dirais aussi parce qu'ils agressent. Enfin, il y a aussi... Et en plus, oui, c'est sûr. Tant qu'il y aura des violences, et là les violences dont on va parler aujourd'hui, c'est des violences à 96% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais voilà, il y a plein de données là-dessus, mais très 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 largement, c'est pas majoritairement, c'est largement commises par des hommes cis. Tant qu'il y a ces violences contre les corps dits opprimés, des femmes cis, des femmes trans, des mecs trans, des personnes non binaires, des personnes racisées aussi, ça perpétue. C'est vraiment un système de terreur aussi, sur lequel ça fonctionne le patriarcat. On ne peut pas, même si on est majoritaire en termes de nombre, on ne se rebelle pas pareil, on ne se révolte pas pareil quand nos corps sont violentés, violés et abîmés. Donc c'est aussi quand même un des outils hyper puissants du patriarcat pour fonctionner. Il en a d'autres. La rivalité entre femmes et entre filles, on pourra revenir aussi là-dessus, mais clairement, c'est un outil pour... c'est vraiment la loi de diviser pour mieux régner. Ça, de toute façon, on en parlera après, mais moi, avant de me lancer dans le féminisme, je portais plein de billets. Bon, on verra plus tard, mais c'est terrible. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est pas une accusation individuelle, mais par contre, c'est important de nous questionner en tant que société. Pas forcément en tant qu'individu, même si c'est important, on va le voir, de s'éduquer, etc., mais aussi en tant que société, de notre responsabilité collective face au système d'oppression. Oui, du coup, on a parlé beaucoup de domination systémique, là. Pourquoi on appelle ça comme ça Du coup, la domination systémique, c'est ce qui découle du patriarcat. On l'a vu, on l'a depuis tout à l'heure, on le dit, donc des inégalités de genre, on l'a vu au travail, à l'école, ça concerne les femmes cis et trans, les personnes non binaires, les mecs trans, les personnes queer en général, les enfants, c'est commis en général par des hommes cis. Ça montre qu'en fait, quand il y a une violence sexuelle, une violence conjugale par exemple, c'est pas monsieur machin qui
fait ça à Madame Machin, à tel endroit, à tel instant. C'est jamais des faits isolés. Ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est justement ce que Lola disait quand elle parlait de continuum. Continuum, c'est vraiment une notion hyper importante du féminisme. Ça fait des années que les féministes parlent de ça, mais on n'a pas encore vraiment réussi à le diffuser plus largement, mais c'est pour ça, c'est super, on va remettre une petite couche sur le sujet. C'est ce lien qu'on fait entre ce qu'on appelle la partie cachée de l'iceberg, hein, c'est vraiment la métaphore de l'iceberg, donc ce qu'on ne voit pas forcément, donc les blagues sexistes. Alors déjà, blagues, je pense que c'est pas vraiment des blagues, c'est pas très drôle, mais bon, ce qu'on considère en tout cas comme des blagues sexistes, tout ce qui va contribuer en fait à dénigrer au quotidien, ça va être les pubs hyper sexualisantes des femmes, ça va être aussi les stéréotypes racistes, les stéréotypes homophobes, les petits surnoms hyper problématiques aussi. Voilà, toutes ces choses du quotidien, ce qu'on appelle souvent sexisme ordinaire, donc c'est un peu triste de l'appeler comme ça, mais ça montre à quel point c'est quotidien, qui vont faire de certains corps, donc les corps des personnes trans, les corps des femmes cis, les corps des personnes racistes aussi, des corps disponibles. Et c'est aussi tout un concept que développe Butler, qui est une philosophe vraiment hyper importante et importante sur la question queer et féministe. C'est des corps qui ont moins de valeur en fait. Et donc on arrive avec tout ça. Là, on me dit c'est anodin, ça va, je t'ai appelé ma poule, c'est un peu je ma poule, hein. Mais ma petite, etc. Je te tutoie comme ça, je te commente ton physique, je fais une blague sur les femmes au volant, danger au tournant, super, qu'est-ce qu'on se marre, etc. C'est rien. Mais en fait, tout ça, ça vient créer un terreau de se dire ces personnes valent moins, sont moins importantes. Et donc, on arrive à la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire notamment les formes les plus graves que sont les viols et les meurtres, et donc le féminicide notamment. Et c'est porté ça, par toutes ces petites violences. Exactement. Le sexisme, sur nos questions, c'est le terreau des violences sexistes et sexuelles, et notamment des violences sexuelles, et notamment des féminicides. Donc il faut aussi taper sur la base. C'est pour ça qu'on n'a pas de tolérance sur ces choses qui sont toujours pas des blagues, hein, mais en tout cas sur ces propos sexistes du quotidien. Pas juste parce qu'on est justement soi-disant hyper chiante, mais aussi parce que c'est la racine qui va me permettre à se commettre les choses les plus graves. Et là-dessus, vas-y. Et c'est vraiment en fait ça qui est hyper important. Après on le verra pour la suite de comment lutter, etc. Mais ça c'est vraiment se rendre compte de ça. En fait, c'est quand tu comprends ça, tu vois que tu peux changer plein de choses autour de toi. Parce qu'on dit toujours oui, mais moi autour de moi il y a personne qui va agresser, qui a tué quelqu'un, enfin voilà. Mais en fait, par contre, autour de toi, t'as toujours quelqu'un qui fait une blague, t'as toujours quelqu'un qui répète ces billets-là. Et c'est. Pour moi, c'est là où on voit la différence entre les gens qui se disent féministes, c'est-à-dire oui, je suis contre les inégalités de salaire, je suis contre les viols, et ceux qui ont vraiment questionné le système, c'est-à-dire vraiment ils questionnent toute la façon de penser, comment on pense la femme, comment on la perçoit dans la société. Et ça, pour moi, c'est le vrai féminisme. Alors que les hommes qui disent non, mais je suis féministe, je veux que vous gagnez autant. Oui, d'accord. C'est bien déjà, c'est vraiment le niveau 1, quoi. C'est ça. Carrément. Et du coup, je voulais juste partager un petit extrait de Cher connard de Despentes. Virginie Despentes, du coup, pareil, autrice féministe, à qui on doit notamment King Kong Theory, qui est quand même un. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et qui illustre pour moi hyper bien cette idée de corps qui valent moins. Donc je la cite. « Imagine qu'à la place des femmes qui sont tuées par les hommes, il s'agisse d'employés tués par leur patron. L'opinion publique se raidirait davantage. Tous les 2 jours, la nouvelle d'un patron qui aurait tué son employé. On dirait ça va trop loin. On doit pouvoir aller pointer sans risquer d'être étranglé ou criblé de coups ou abattu par balle. Si tous les 2 jours un employé tuait un patron, ce serait un scandale national. Pense à la gueule des gros titres. Le patron avait déposé 3 plaintes et obtenu 1 ordre d'éloignement, mais l'employé l'a attendu devant chez lui et l'a abattu à bout portant. C'est quand tu le transposes que tu réalises à quel point le féminicide est bien toléré. » Et je trouve que c'est hyper parlant, parce que c'est vrai que vraiment si on fait l'exercice de se dire tous les 2 jours, il y a des employés qui tuent leur patron. Non mais vous voyez l'état d'urgence dans lequel on serait. Enfin, il se passerait un truc de dingue. Alors que là, ok, on a été 2 fois grande cause du quinquennat, on est ravis. Mais il n'y a pas eu un état d'urgence des féminicides. Et pourtant, le travail de savoir quoi faire, il est fait. On n'a pas besoin d'une nouvelle commission exploratoire qui va venir enquêter sur les mécanismes des violences conjugales, des violences sexuelles.
Les solutions, on depuis les a des quoi. années. On sait pourquoi. Notamment les travaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la Fondation des femmes aussi ont chiffré très clairement qu'il faut au minimum 1 milliard, et vraiment c'est la base très basse, pour lutter efficacement contre les violences de genre. Ce à quoi l'État répond, voilà, on vous donne quelques millions. Donc on voit à quel point on est quand même à... Là, c'est des chiffres, une femme tuée tous les 2 à 3 jours. Donc comme disait Lola, il y a le décompte des féminicides. En France, c'est ça. En France, c'est ça, mais au départ, on parlait déjà que des femmes cis tuées sous le coup de leur conjoint. Donc maintenant, avec le décompte, avec nous toutes aussi, ça inclut en fait toutes les femmes cis et les personnes trans tuées en raison de leur genre. Donc ça élargit bien plus, notamment les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe qui vont être particulièrement exposés à cette forme de violence. Donc en fait, c'est énorme. Et en fait, du coup, juste pour expliquer la différence entre le décompte de nous toutes et le décompte d'Éric Dupond-Moretti. Par exemple, donc en 2023, il y avait 134 féminicides d'après nous toutes et 94 d'après Éric Dupond-Moretti. Donc il y a quand même 40, en comptant rapidement, 40 femmes d'écart tuées, on n'en parle pas. Okay. Et en fait, c'est parce que pour vraiment définir comment nous, les féministes, on définit le mot féminicide, c'est un meurtre ou suicide forcé, parce qu'eux, ils prennent pas le suicide forcé. Enfin, quand je dis eux, Éric Dupond-Moretti, la justice, l'autre... Oui, et son équipe, quoi. L'autre partie, quoi. Ne côtoie pas. Ils prennent pas en compte les suicides forcés, ils prennent pas les femmes trans, ils prennent pas les enfants, parce que du coup, nous, on inclut aussi les enfants, parce que malheureusement, oui, il y a aussi des enfants. L'année dernière, en 2023, la plus jeune avait 5 ans. Et en fait, nous, eux, ils prennent que dans le cadre conjugal. C'est-à-dire, il faut que ça soit le mari ou l'ex-mari ou l'ex-conjoint, le conjoint, enfin voilà, toutes les formes de relations qu'il peut y avoir. Alors que nous, on l'élargit. Donc il y a le cadre conjugal, il y a le cadre familial qui peut être le père, le frère, le cousin, etc. Et le cadre, alors je ne sais plus le terme social, en gros ça peut être ton voisin, ton collègue de travail, enfin toute autre personne. Et donc eux, ils n'ont pas en fait tout ça. Et du coup c'est pour ça qu'il y a ce gros écart. Sauf qu'en fait c'est exactement la même chose. Et du coup pour rajouter aussi un chiffre, donc sur les 134 féminicides de 2023, 65% avaient saisi la justice avant. En gros, il y a, on va dire 2/3 des personnes qui sont allées, qui ont prévenu avant de ça représente mourir, 87 femmes pour l'année 2023. 87 femmes où la justice savait avant qu'il y avait des violences. Et ça montre hyper bien le côté systémique des violences. Souvent la réponse c'est « ça va aller madame », etc. Donc on voit là vraiment à quel point c'est banalisé et c'est accepté que c'est des corps moins importants, parce qu'on peut aller voir la police, qui est censée être quand même l'institution de protection. Protection de base. Non, mais si on le prend vraiment au sens littéral, c'est à la base des personnes qui sont là pour protéger les citoyens et les citoyennes aussi, et dire « je vais me faire tuer ». Et ne pas être prise en compte, et ne pas être protégée par rapport à ça. Donc on voit, en fait c'est vraiment ce côté-là, de côté systémique, de se dire c'est devenu normalisé, banalisé de tuer des femmes et des personnes trans, et plus les personnes sont précaires, et quand c'est une travailleuse du sexe trans, devant le bois de Boulogne, une personne racisée, on va encore moins en parler. Parce que ça fait vraiment, il y a vraiment cette idée de se dire que voilà, c'est des vies qui valent moins des vies d'hommes cis blancs de patrons. Donc voilà, c'est vraiment se dire, pendant longtemps, grâce au mouvement féministe, ça a changé, on voyait justement les féminicides dans les faits divers. Et quand on pensait féminicide, déjà on disait pas non féminicide, on disait drame passionnel, crime passionnel, ce qui est genre horrible, comme atroce. Ou alors c'était la joggeuse qui est partie courir le matin dans un bois sombre et qui a été victime de viol et voire d'assassinat. Et donc justement cette perception-là, encore une fois, ça rendait quelque chose d'exceptionnel. Alors que là, on vient de le dire, c'est tous les 2 jours, c'est pas du tout exceptionnel. Et on parle des féminicides, donc on parle du summum de la violence. C'est sans compter les chiffres de viol, de tentatives de viol, d'agressions sexuelles qui ont lieu en France. Tentatives de viol et viol, c'est toutes les 7 minutes sur les adultes.
Pour les enfants, les enfants, c'est toutes les 3 minutes. Qu'il y ait un viol ou tentative de Donc viol. c'est énorme. Et en France, en une année, il y a à peu près 94 000 viols ou tentatives de viol. Moi, ça a été terrible. Je me rappelle, j'étais dans une école, en école d'ingé. Il y avait une meuf qui a dit je me suis fait violer. Et il y a eu une vague de moi aussi qui arrivait derrière. Mais une vague. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit mais en plus nous on était, globalement on est tous des blancs, on était tous d'une classe sociale élevée. C'est les gens qu'on n'imagine pas dans l'imaginaire du viol en fait. Non, mais ça, c'est pas tout eux. ce qui est en fait la culture du viol. C'est vrai qu'on ne le définit pas forcément là, mais c'est toutes ces idées reçues en fait que le viol en fait ça arrive dans la rue, avec un inconnu, dans une rue sombre, avec quelqu'un de louche, tard, la nuit, avec beaucoup de violence, etc. Alors qu'en fait on sait que 91% des agresseurs sont connus des victimes. Enfin, 91% des victimes connaissaient leur agresseur. Et quand on dit connaissait, c'est que c'est souvent leur famille, quoi. Ouais. Leur père, leur frère, leur cousin, leurs collègues, leur meilleur ami. Enfin voilà, c'est vraiment autour de nous et au plus proche de nous. Et il faut se dire aussi que justement, quand maintenant on en parle un petit peu plus, et on a tous ces témoignages autour de nous d'amis, de proches qui ont vécu des violences sexuelles, et on n'en voit pas beaucoup. Il faut se dire que ceux qui les ont commis ne sont pas loin. C'est rarement le vieux mec bizarre au fond de la ruelle noire. Quoi. Ça peut arriver, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le plus fréquent. Et en fait, souvent, on dit cette phrase de « on connaît les victimes, mais on connaît jamais les agresseurs », alors que 91% des victimes connaissaient leur agresseur, ça veut dire que normalement, on les connaît aussi. Oui, comme tu disais, moi, je connais plein de gens autour de moi qui sont violés, donc forcément, je dois connaître des violeurs, quoi. Ouais. Pour revenir sur l'importance des mots, ça c'est quelque chose aussi qui est vu dans les formations de nous toutes. Elles font 2 formations sur les violences sexistes et sexuelles, niveau 1, niveau 2. Ça dure 2h30, mais ça peut être disponible en replay, c'est gratuit sur leur site internet, donc vous pouvez le découper. Mais ça parle de l'importance des mots. Et du coup, par exemple, on ne dit pas une personne qui s'est faite violer, on dit une personne qui a été violée. Parce qu'en fait, qui s'est faite violer, c'est comme ce qui s'est fait mal, en mode c'est sa faute, alors que la culture du viol met beaucoup la responsabilité sur les victimes, alors qu'elle doit être sur l'agresseur. Et donc, on va utiliser les mots « s'est fait violer ». Je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Comme je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, comme je me suis fait mal, le petit orteil a cogné le coin de la table. Enfin, non, là, elle a été violée par quelqu'un qui est un homme, en général. Donc la responsabilité. C'est ça. C'est comme dire les violences faites aux femmes. Ça veut dire quoi ? Les violences faites aux femmes par des hommes en général. Et du coup, c'est aussi ça l'importance des mots. Donc dans cette formation, sans tout vous spoiler, il y a aussi par exemple ne pas utiliser le terme attouchement, mais plutôt dire agression sexuelle, ne pas dire abus, mais viol. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que abus, ça veut dire consommation en excès. Ouais. J'ai abusé de chocolat. J'ai trop bu. Donc ça veut dire que c'était ok de manger du chocolat, mais à un moment j'ai abusé de ma consommation de chocolat. Ça veut dire qu'on peut un peu agresser sexuellement, mais violer c'était l'abus là. Abus d'enfant, il n'y a aucun moment en fait où c'est ok. Et c'est vraiment le côté abus, c'est je suis passée de l'autre côté de la barrière, oups. Alors que c'est pour ça qu'agression, il y a quand même un autre sens au mot que de dire agression sexuelle, viol. Mais parce qu'en même temps, c'est normal, c'est des termes qui sont forts, etc. Mais en fait, on les a tellement cachés en mode non, ça n'existe pas, etc. qu'on se dit, je vais pas mettre ce terme-là sur une situation. Mais en fait, si, parce qu'en fait, sinon, ça minimise et banalise la chose. Bon, du coup, j'imagine qu'on comprend maintenant beaucoup mieux, mais en quoi les mouvements féministes sont nécessaires. Donc j'imagine que ça a été beaucoup plus clair maintenant, vu toutes les violences dont on a parlé. C'est vrai que j'espère qu'on vous a convaincu que on n'avait pas gagné. Que même si on a l'égalité dans la loi sur la plupart des choses, dans les faits, on voit que voilà, il y a encore du boulot. Et il y avait 2 points pour moi hyper importants. Pourquoi les mouvements féministes sont nécessaires ? C'est aussi les mouvements féministes qui pallient les défaillances de l'État. On se souvient de voir avec les féminicides très longuement, mais c'est vraiment cette idée-là de notamment les associations féministes qui justement accompagnent les personnes LGBTQIA+, les femmes victimes de violences, qui vont faire de l'accompagnement, de l'hébergement, de l'orientation, de la mise à l'abri, de la réinsertion derrière professionnelle et sociale,
sont sous-payés. Enfin, il leur manque des financements de manière vraiment drastique et qui sont financés normalement par l'État. Donc vraiment, ces collectifs-là, et c'est surtout des associations-là, ces structures-là, font un travail immense et ont besoin d'aide et ont besoin qu'on les soutienne. Et justement, c'est souvent aussi des personnes qui vont être militantes à côté de leur vie professionnelle. Et on voit à quel point les défaillances de l'État vont reposer sur des personnes qui, en général, sont des femmes ou des personnes queer et qui sont les mêmes à devoir aller justement se battre par rapport à ça. Donc on a besoin des mouvements féministes aussi parce qu'on a besoin de répondre à des enjeux fondamentaux qui sont de s'éduquer. Comment on s'éduque maintenant? Mais grâce à plein de militants et militantes sur Instagram ou qui écrivent des bouquins, qui font des podcasts, qui font des enquêtes. Qui font des enquêtes aussi. Et on apprend énormément de choses sur nos corps, sur nos droits, sur ce qui est ok, ce qui est pas ok, sur nos sexualités. Et en vrai, c'est aussi une responsabilité, notamment de l'école, par exemple, voilà, de nous éduquer, de nous informer sur un certain nombre de sujets. Et là, on voit à quel point les mouvements féministes, systématiquement, ils viennent pallier des défaillances. Et donc, c'est hyper important de se mobiliser. Et puis, l'autre point, c'est aussi de se dire les mouvements féministes, ils sont encore nécessaires parce qu'on va pas se satisfaire quand on aura des femmes cis blanches qui vont accéder à des postes de pouvoir dans des entreprises du CAC 40, qui vont briser ce fameux plafond de verre. On a vu que les oppressions, elles sont imbriquées, et en fait, tant qu'il y aura des personnes qui vont vivre de la transphobie, de l'homophobie, du classisme, du racisme, du validisme, où que ce soit d'ailleurs, en France et ailleurs, on aura encore besoin de lutter contre ces oppressions-là. Donc les mouvements féministes, ils sont nécessaires et ils risquent de l'être encore longtemps. On va faire une petite pause, c'est-à-dire qu'on va aller rapidement sur un concept qu'on essaie de faire à chaque podcast. C'est 3 questions qu'on en a marre d'entendre. Ça veut dire des questions que les hommes cis globalement nous posent et qu'on entend tous les 4 matins. Et il faut arrêter de les poser parce qu'on va essayer d'y répondre une bonne fois pour toutes là maintenant. Et après, il faut arrêter de les poser surtout aux femmes ou surtout aux femmes qui luttent parce que c'est plus possible. Donc on a 3 questions qu'il faut arrêter de poser. Vous avez des idées ou... Il y en a une qui est très connue, c'est on peut plus rien dire. Ou on peut plus draguer, on peut plus prendre l'ascenseur tranquillement. On peut plus prendre l'ascensor tranquillement. Comme si c'était les hommes qui étaient victimes de ce féminisme. Du coup, féminisme. qu'est-ce qu'on peut dire, comment on doit draguer, etc. J'essaie de trouver une formulation pour pas que ça soit trop long. Moi, je pense qu'on peut se dire aussi qu'on dénonce des propos qui sont quand ils sont sexistes, quand ils sont homophobes, quand ils sont racistes, etc. Donc la personne qui dit on ne peut plus rien dire, elle dit on ne peut plus rien dire d'illégal. Donc, oui, parce que l'homophobie, la transphobie, etc., c'est interdit par la loi. Donc à partir du moment où on est déçu de ne plus pouvoir rien dire d'illégal, ouais, il faut commencer à se questionner. Vraiment. Puis il y a plein de choses à dire. Hein. Je veux dire, c'est plein de trucs qu'on peut dire. C'est ça. Et en fait, tout ce qui est... Enfin, oui, mais c'est une blague, ou... ah, mais en fait, tu sais que moi, je le pense pas. Ou alors, mais je le dis à mon pote, il est pas concerné, je le dis pour rigoler. Mais en fait, à partir du moment où il y a des personnes qui meurent à cause de ces oppressions, en fait, oui, on peut pas le dire, on peut pas en rigoler, on peut pas le dire avec légèreté ou quoi, parce qu'en fait, ça oppresse des personnes le subissent directement, quoi. Comme tu avais dit, c'est le bas de l'iceberg qui est visible. En fait, ça maintient le système. Donc, ces petites blagues, là, c'est le bas. Et ça maintient tout le système dessus. Il y avait une autre question. Il y a les hommes cis aussi, ils souffrent. Ah oui, ouais. Elle est bien celle-là aussi. Oui, les hommes cis souffrent. En effet. Et effectivement, il y a des injonctions patriarcales qui les concernent. Et là, on pense souvent à ne pas pleurer. Apprendre aux garçons dès le plus jeune âge qu'on n'a pas le droit de pleurer, c'est vraiment stupide, pour ne pas dire autre chose. Et c'est dangereux. Et c'est hyper dangereux parce que quand on n'est pas capable d'apprendre à exprimer ses émotions, on se met à les refouler, du coup on arrive à des niveaux de colère très importants, on va potentiellement aussi essayer de trouver une manière de gérer les émotions, parce que avoir des émotions et pleurer c'est humain, parce qu'il n'y a pas de genre à ça, qui va entraîner des conduites potentiellement à risque dans les consommations excessives, conduire très vite, se mettre en danger, etc.
il y a un coup du patriarcat. Il y a une autrice qui s'appelle Lucille Peytavin qui a écrit un livre là-dessus sur le coup de la virilité, je pense, en montrant que les hommes, c'est eux qui sont principalement en prison, c'est eux qui sont principalement sur les accidents de la route, qui ont une mortalité plus importante, qui meurent plus jeunes en moyenne que les femmes, aussi parce qu'il y a tous ces comportements à risque. Donc oui, le patriarcat nuit aussi aux hommes cis, on est d'accord. Par contre, il ne faut pas enlever le premier élément de définition qu'on met sur le patriarcat, c'est la hiérarchie. À la fin, quand même, c'est eux qui gagnent dans ce jeu. Il y a des privilèges. Rentrer chez soi, mettre ses pieds sous la table, c'est un privilège. Ne pas avoir la charge mentale, c'est un privilège. Pouvoir se balader. Moi, ça me rend ouf des fois de voir des mecs cis marcher comme ça à 22h, 23h en regardant le ciel. Mais alors que nous on stresse. Moi j'ai une vision à 380 degrés non-stop dans l'espace public. Chaque personne a déjà été dans un contexte festif avec des gens autour où nous les meufs, les personnes oppressées, on va se dire merde, comment je vais rentrer. On prévoit avant de sortir dans tous les cas soit je rentre avec le métro, soit je prendrai un Uber, est-ce que j'ai les moyens de prendre un Uber, ok sinon je reste dormir chez la personne, voilà. Alors que les mecs, déjà les mecs cis s'organisent très peu, mais déjà la charge mentale zéro. Déjà la charge mentale de comment organiser sa soirée, non, mais en fait ils s'en préoccupent même pas, quoi. Genre. Et puis il y avait. Non, mais c'est vraiment ça, je pense. Évidemment, ça pèse sur tout le monde, mais moi je pense que parce que des fois on dit tout le monde a gagné au féminisme, les hommes aussi. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, personnellement en tout cas, parce que je pense que ça va leur demander de se défaire de privilèges et que c'est pas gagné, forcément, de se défaire de privilèges et que ça va être douloureux et je pense que voilà, ça sera forcément difficile, mais en même temps, c'est nécessaire si justement on tend vers une égalité entre tous et toutes, quoi. Moi je suis allée voir le spectacle de Noémie Delattre. Là au casino, ouais. Elle en parle justement. Et justement, j'ai bien aimé, elle a parlé d'une image, elle dit donc les hommes ont des privilèges, elle dit mais c'est bizarre parce que moi je suis quand même une femme blanche bourgeoise, qu'est-ce que je vais dire que je suis privilégiée par rapport à un ouvrier au Bangladesh. Mais en fait, à côté de l'ouvrier au Bangladesh, il y a aussi une ouvrière au Bangladesh. Et en fait, c'est par rapport à un même statut social, et il y a des privilèges qu'un homme a sur une femme. Exactement. Même si oui, il y a des femmes dans le monde qui sont plus privilégiées par rapport à certains hommes dans le monde, mais à statut social égal, il y a un énorme privilège des hommes. Et c'est là où c'est important aussi de croiser les oppressions, du coup, d'avoir une perspective intersectionnelle et pas seulement d'une seule oppression. Donc oui, les hommes souffrent peut-être de plein de problèmes, mais par rapport à une femme avec les mêmes problèmes, ils sont plus privilégiés. Du coup, vous avez pensé à une dernière question ? Moi, j'en ai une. Oui. Alors, je sais pas si c'est une question, mais c'est une remarque. C'est est-ce qu'elle a pas menti ? Ah ouais. Ça fait un peu bien avec ce qu'on disait. Ouais. Pardon. Ouais. Vas-y. C'est bon, je commence à m'énerver. Elle l'a fait pour l'argent. Ouais. Quand les femmes vont aller se porter plainte ou dénoncent quelqu'un, quoi. Qui pour se faire quelqu'un connu plutôt là, c'est là forcément ce contexte-là. Connu, mais aussi ou pour faire son intéressante, ça peut être dans une bande d'amis aussi, ça dire peut être elle veut faire une personne a témoigné d'un viol, d'une violence sexuelle et de dire elle fait son intéressante, elle ramène l'attention sur elle en fait trop, etc. Donc en fait tout ce qui globalement va remettre en question la parole des personnes qui dénoncent des violences sexuelles. En général, il faut quand même, on parle dans le mouvement féministe aussi de la présomption de crédibilité, puisqu'on nous retombe la présomption d'innocence tout le temps, donc ça fait aussi une réponse à présomption d'innocence. Présomption d'innocence, c'est seulement dans le cadre pénal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un procès au pénal, donc pour crime ou délit, les juges ne vont considérer l'auteur innocent tant qu'il n'est pas prouvé coupable. Ça ne s'applique pas à la société dans son entier. C'est quand même une notion qui est hyper circonscrite à un domaine de la vie. Donc on n'attend pas qu'un juge dise que telle personne est coupable pour le considérer tel quel dans le reste de nos sphères, notamment parce que les infractions de la loi, elles sont très précises, elles peuvent être très compliquées à définir, à prouver. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est classé sans suite, parce que notre plainte est classée sans suite, que ça n'est pas arrivé. Clairement, on parle d'une définition juridique qui
coïncide pas un moment. Et classé sans suite, c'est pas innocent. Parce que C'est pas vidéo de innocent. Norman Ouais. innocenté, non. Ouais. Classé sans suite. C'est Ça pas n'a la rien même à chose. voir. Ça veut dire qu'ils n'ont reconnu ni coupable ni innocent. C'est qu'il n'y a pas assez de preuves. Enfin, ils n'ont Ouais. pas trouvé qu'il y avait assez de preuves pour dire qu'il était coupable, mais ça veut pas dire que c'est bon, on a prouvé qu'il était Ouais, innocent. C'est complètement. faux, c'est faux. Et donc il faut se dire que déjà le pourcentage de fausses plaintes en matière de violence sexuelle, il est ridicule. Il y a des études en Amérique du Nord, en Europe aussi dessus, les chiffres ils sont autour de 1% et quelques. Enfin du coup c'est pas pour 1% qu'on va juste arrêter de croire les 99% personnes qui portent plainte. Et on verra sur la question suivante aussi, mais le parcours de plainte il est tellement dur. Dire qu'on a été victime de violences sexuelles, c'est tellement difficile, c'est une honte, c'est quelque chose qui va être accroché à nous. C'est une honte, ça devrait pas l'être, hein, soyons clairs. Mais je veux dire, c'est souvent perçu comme ça. On peut être stigmatisé à cause de ça. On vit des conséquences post-traumatiques par rapport à ça. En général, c'est pas pour l'argent ou pour le plaisir. Ouais. Juste pour du coup faire un petit contexte par rapport à la loi. Donc une agression sexuelle c'est considéré comme un délit. Donc une agression sexuelle, pour le définir, au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas, c'est toute atteinte à 5 zones du corps. Donc il y a le sexe, la poitrine, l'intérieur des cuisses, La bouche et les fesses. Et donc c'est si on touche cette zone sans dans les définitions il n'y a pas écrit sans consentement, mais c'est par surprise, étonnement, menace, contrainte. violence, contrainte, surprise. Ouais. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas Le mot terme consentement, de- il n'apparaît pas dans le code pénal en matière de violence sexuelle. Et l'Allemagne et la France ont voté contre l'année dernière Ouais, chouette. pour l'inscrire dans la définition. Et un viol, c'est considéré comme un crime. Et c'est tout acte de pénétration commis avec contrainte, surprise, violence ou menace. Et ça peut être aussi tout ce qui est rapports buccaux. Voilà. Ah oui, et du coup, pour expliquer aussi donc, le parcours de comment ça se passe, donc déjà, le parcours judiciaire, il faut savoir qu'encore en 2024, il y a des commissariats qui ne prennent pas les plaintes des personnes, alors qu'ils sont dans l'obligation de prendre chaque plainte. Toute plainte doit être prise, peu importe qui juge oui ou non, enfin, toutes les plaintes doivent être prises. Ensuite, quand la victime a porté plainte, il faut qu'elle fasse énormément de rendez-vous, que ce soit des expertises psychologiques, énormément de rendez-vous, pour qu'après l'agresseur soit potentiellement reçu. Et donc en fait, tout ce parcours-là, il est énergivore, il est chronophage, vraiment, Et puis c'est... psychologiquement. Bah Et oui, parce qu'on psychologiquement. là on imagine quelqu'un qui mentirait, c'est ça. Oui, voilà, c'est Oui, pour, ok. c'est pour continuer sur le truc de Oui, donc, elle ment et elle fait ça oui, pour l'argent. donc, En fait, de faire tout ça pour qu'en plus, comme on vit dans une société patriarcale qui prône la culture du viol, où en plus on a l'impression que c'est notre faute, qu'on n'est pas, qu'on est coupable, qu'on a honte, etc., etc. Tout ça à vivre, en fait, c'est tellement horrible, en fait, Et même Mais- à but récréatif, ça n'aurait aucun intérêt. c'est Quoi. exactement. Puis même à but financier, il y Et a en beaucoup de plus- choses à faire. Oui. Oui. Plus rentable que de se faire insulter Ouais, par l'ensemble de la clairement. population mondiale. Pour C'est ce des qui choses arrive. qui n'aboutissent pas. C'est ce pour qui des arrive choses aux qui victimes de n'aboutissent pas. personnes. Dans Ouais. tous les cas, en plus, ça va te coûter de l'argent, plus que de... Enfin, ça... Il y a les frais d'avocat, il y a les frais d'avocat, les frais psychologiques, Complètement. Et les frais de transport si tu te déplaces pour aller faire tel examen, tel truc. Et on a moins de 10% des plaintes pour viol qui aboutissent à un procès. Oui. Et On après, est- il faut se dire qui est condamné. Des plaintes, parce qu'il y en a plein qui sont pas. Ouais, Il y a déjà pas plein de plaintes. plaintes qui sont C'est refusées. ça. Ouais. Déjà, Et des plaintes, il y en a que 10 qui vont. 0,6% des violeurs sont condamnés. Ça, c'est En le gros, chiffre il y a, qu'on donne c'est beaucoup. ça, il y a déjà 10% des viols qui vont aboutir en plainte. Ensuite, des plaintes qui vont aboutir au procès. Et après, le procès donc qui c'est à va peu être près jugé 10% condamné. à chaque fois. Ça fait 10, 10, 1, en gros. Oui, il y a quelque chose comme Ok. ça. Ouais. Donc c'est pour dire qu'entre les 94 000 viols, Ouais. tentatives de viol par an en France, dont Lola parlait tout à l'heure, et le nombre de condamnations de violeurs, on est sur Un écart. un écart hallucinant. Et donc, voilà, les deux Donc chiffres... non, on ne ment pas Ouais. quand on dépose plainte. Ou quand on témoigne, etc. Il y a d'autres mensonges à faire
Plus rentable. Plus facile et clairement c'est tellement dur de parler de ces questions-là. Il y a tellement encore une fois, victim blaming, voilà, de culpabilisation de la victime, mais aussi de dénigrement de son image, etc. Que faut quand même, on part du principe de la présomption de crédibilité. Si cette personne nous dit ça à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison derrière et donc on la croit. Et en plus, à part exception, voilà, si c'est vraiment notre métier, en général on n'est ni policier, policière, ni juge. Et donc c'est pas notre travail forcément d'aller faire l'enquête. Notre travail c'est d'écouter. Et du coup, je reviens toujours aux formations de nous tous. Non, mais je parle aussi un peu de ce qu'on aime véhiculer pour l'ensemble de la société, parce que comme on aime sensibiliser les gens, voilà. Donc déjà, les 2 chiffres qui sont importants par rapport à tout ça, c'est que 80% des plaintes sont classées sans suite et que 0,6% des violeurs sont condamnés. Donc ça, c'est les 2 chiffres. Pourquoi c'est important de connaître ces chiffres ? C'est pour argumenter en fait face à quelqu'un de pourquoi c'est important, pourquoi on lutte, en fait de donner des faits, enfin d'être factuel, c'est toujours plus d'impact que de donner des ressentis, de dire... Et un truc hyper important, c'est que lorsqu'on reçoit un témoignage d'une personne qui a été victime, il y a 5 phrases essentielles à dire, c'est « je te crois »,« tu n'y es pour rien »,« tu n'es pas seul », la loi l'interdit, tu as bien fait de m'en parler. Okay. Et ça, c'est hyper important parce que ça peut clairement changer énormément pour la victime, pour la suite. Parce que comme on disait depuis tout à l'heure, qu'on baigne dans la culture du viol, dans un système patriarcal, etc., par tout ça, la victime va passer par de la culpabilisation, la culpabilité, de l'humiliation, etc., etc. Et en fait, de dire ces phrases-là, ça lui permet au moins d'être compris, entendu et de remettre en fait les choses dans le bon ordre. C'est que c'est l'agresseur qui est coupable, qu'il y a bien sûr la loi qui l'interdit et que du coup elle a le droit de vouloir être contre, d'en parler, etc., d'être mal, etc. Enfin voilà, du coup c'était pour le dire, vu que c'est ce qu'on essaye de mettre partout. Mm-hmm. C'est important parce qu'il y en a plein qui savent pas comment réagir quand ils reçoivent quelqu'un qui vient leur parler, quoi. Au moins de dire je te crois. C'est vraiment si c'est un truc, on dit tout le temps, nous, victimes, on vous croit, violeurs, on vous voit, c'est un slogan qu'on utilise beaucoup. Mais vraiment victime, non, jamais tu vas l'appeler victime. Genre, je te crois, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si quelqu'un vous en parle. Pour moi, c'est l'étape 1. Et je pense que si on veut aussi aller dans l'étape 2, comme on parle aussi beaucoup du fait que les violeurs, les agresseurs, c'est des personnes qu'on connaît. Donc potentiellement, si c'est une proche qui se confie, c'est probable aussi qu'on puisse connaître l'agresseur ou le violeur. Et pour moi, il y a aussi un peu la cohérence derrière. Je te crois, c'est hyper important, vraiment. Je suis d'accord avec vous là, ça peut changer beaucoup de choses, surtout sur une première fois où la personne ose de témoigner. Ça peut être déterminant vraiment pour la suite. Mais après, c'est aussi la cohérence par rapport à ça. Si on croit cette personne-là, c'est-à-dire qu'on la croit quand on nous dit que machin l'a agressé, l'a violé. Et donc c'est aussi réagir. Et ça c'est souvent hyper compliqué parce que on condamne Dominique Pellicot, par exemple, Depardieu j'espère. Enfin bref, voilà, on condamne ces violeurs-là aussi qu'on a vus médiatiquement, mais quand c'est notre meilleur ami, encore une fois, quand c'est notre mec, quand c'est notre père, quand c'est notre frère, ça devient vachement plus compliqué en général. Et du coup, croire la victime, mais croire aussi l'agresseur, ça ne marche pas. Vraiment. Enfin, non mais c'est bête, mais par contre, c'est ce qu'on voit des fois. Croire la victime, c'est-à-dire aussi, encore une fois, on n'est pas forcément, on n'est pas policier, policière, etc. C'est pas notre but, notre objet, notre fonction de sanctionner, pas du tout. Par contre, ça implique aussi d'être en cohérence. Après, la cohérence, ça peut être beaucoup de choses. Il y a une forme de confronter, pas confronter, discuter, mettre de la distance, voilà, faire entendre la parole de la victime par rapport à l'agresseur, etc. Faire comme si de rien n'était, quoi. Exactement. Pour moi, le je te crois, il faut aussi qu'il soit sincère. Sincère et cohérent avec son Oui, c'est sûr que c'est pas juste je te crois comme un robot. En fait, on m'a dit de dire ça, je te le dis. Genre, surtout si t'es proche et que du coup t'es dans le cercle. Dire je te crois, ça vous implique. Ouais.
Et c'est bien, il faut être impliqué, mais ça vous implique, quoi, pour que ce soit vraiment efficace. Mais le dire comme ça, c'est plus si tu connais pas la personne que tu... Oui, pour comment cette personne il y a Ouais. eu des paroles qui l'aident à continuer le combat quoi derrière. Ok. Bon, donc du coup, si je fais une sorte de résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on vit dans le patriarcat, qui est un système d'oppression, qui a du coup induit beaucoup de comportements genrés. Et si on les combat pas activement en se questionnant et en arrêtant d'avoir des comportements même minimes de violence, on entretient ce système. Donc du coup, il faut se questionner, il faut lire tout ce qu'on a pu citer aujourd'hui et faire les formations de tous. Et faire la formation de tous. Qu'on trouve sur votre site, sur le site de tous, celle que vous avez. Non, notoutes.org. Notoutes.org pour les formations. Et sinon, c'était pour les contacts. Et... les contacts de Toulouse. C'est sur Ouais. l'Insta de Notous31. Ouais. 2 dates à retenir à Toulouse. Manifestation le 23 novembre contre les violences de genre faites aux femmes, aux personnes minorisées, aux enfants. Donc manifestation sur Toulouse, n'hésitez pas à voir notre compte Insta, il y aura les informations par rapport à la manifestation. Et une semaine avant, on vous donne rendez-vous aussi pour un die-in. Donc die-in, c'est une action de rue pour rendre fémage au féminicide, où en fait on énumère chaque nom de femmes victimes de féminicide dans l'année en cours, donc la 2024. Donc pareil, ça sera sur notre compte Insta. Venez participer au die-in, il nous faut du monde. Et venez manifester. Il nous faut du monde aussi. Voilà, merci. Trop bien, merci beaucoup. Merci.